Quand le jour se lève, le 2 décembre, le plateau de Pratzen est noyé dans un épais brouillard. De son poste sur la hauteur, le tsar, qui a hâte de vaincre, ordonne à ses troupes de descendre bousculer l'aile droite française retranchée dans le village de Telnitz. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne 2 divisions qui ont couvert les 120 km en 2 jours. Et il leur fait prendre position là où l'adversaire les attend le moins. L'ennemi se comporte très précisément comme s'il effectuait une manœuvre sous mon commandement. Napoléon. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait, une attaque contre son aile droite. À lui maintenant de jouer et de reprendre le plateau de Pratzen, laissé pratiquement sans défense par les Russes. Il a massé 2 corps d'armée au pied du plateau, 17 000 hommes que le brouillard dissimule. Il donne l'ordre d'avancer. Un coup de vent pour déchirer ce voile, dit-il, et la guerre est finie. Ce sera le soleil qui, en perçant, balayera le brouillard. Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci. Alexandre ne savait plus quel parti prendre. Il était complètement perdu. Et il a également perdu tout contrôle sur sa propre armée. Ça a été la panique complète sur le plateau et lui n'a plus participé à la bataille. Se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. 30e bulletin de la Grande Armée. À 9h30 du matin, les Français sont les maîtres du plateau de Pratzen, d'où ils vont prendre les ennemis à revers et les balayer. À 5h du soir, tout est terminé. Le silence va tomber sur Austerlitz en même temps que la nuit. Napoléon ne pouvait rêver plus somptueuse célébration de son couronnement que cette formidable victoire. Le bilan des pertes est lourd. On déplore 9 000 tués et blessés du côté français, 16 000 chez les Russes et les Autrichiens. Ce qui reste de l'armée russe écrasée repart vers la Russie. Quant à l'arrogant François II, dont la famille règne sur le Saint-Empire depuis 4 siècles, il va devoir s'abaisser à demander une paix humiliante aux petits parvenus corses, cet empereur de l'année d'avant. Napoléon est en fait un artiste. Et la chose militaire a toujours été traitée par lui comme par un artiste. Donc il invente une situation où la situation lui est imposée par les événements,
Il réfléchit et il trouve une solution. Mais il aime la guerre, c'est vrai, il aime la guerre, mais il aime la guerre comme un art. Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Soldats, lorsque je vous ramènerai en France, mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on réponde « Voilà un brave ». Proclamation à la Grande Armée. Paris célèbre la victoire avec faste. Elle est si éclatante qu'elle devrait garantir, semble-t-il, une paix durable. En fait, la paix durable se prolongera 6 mois. Cette fois, c'est la Prusse qui a choisi d'affronter l'empereur. L'affaire ne va pas traîner. L'idée que la Prusse ose me défier seule est à ce point ridicule qu'elle ne mérite pas d'être relevée. Napoléon. 3 semaines à peine, et 2 batailles vont lui suffire pour mettre les Prussiens à genoux. Iéna, Auerstedt, 25 000 tués ou blessés, 140 000 prisonniers. L'armée prussienne n'existe plus. Et Napoléon fait une entrée triomphale dans Berlin aux accents révolutionnaires de la Marseillaise. Le voici dans son rôle préféré, incarnant la France des droits de l'homme, de cette France qui libère les peuples opprimés. Je me suis rendu compte que les hommes ne naissent pas pour être libres. La liberté n'est un besoin que pour une catégorie peu importante de la population. Napoléon. Lorsque l'année 1806 se termine, la guerre en Europe continue. Si l'Autriche et la Prusse se sont retirés de la scène, il reste 2 adversaires qui ne sont pas disposés à désarmer, la Russie et l'Angleterre. Puisque ces 2 pays veulent la guerre, ils l'auront. Napoléon a dû renoncer, vu son infériorité navale, à débarquer en Angleterre. Alors contre elle, il a inventé la guerre économique, le blocus continental. La Russie, il ira, si besoin est, la défier chez elle. Les seules victoires définitives, professe-t-il, sont celles qu'on remporte sur le territoire de l'adversaire. En fait, les Russes ont choisi de l'affronter sur le sol prussien. La réponse de Napoléon, ce sera les batailles d'Eylau et de Friedland. 2 victoires, mais à l'arraché, et qui ont entraîné des pertes considérables dans les 2 camps. Au total, on compte entre les Français et les Russes près de 70 000 tués et blessés. Ce n'est plus la guerre, c'est de la boucherie. Lettre d'un général russe au tsar. Les 2 armées sont exsangues et les 2 empereurs acceptent de se rencontrer. L'entrevue aura lieu à Tilsit 10 jours seulement après Friedland. Pour bien montrer qu'ils traitent sur un pied d'égalité parfait, il a été décidé que la rencontre aurait lieu en terrain neutre, un radeau ancré au milieu du Niémen, le fleuve qui tient lieu de frontière entre l'Europe et la Russie. Le tsar, quand il a rencontré Napoléon, n'avait qu'une seule idée en tête, trouver une solution pacifique qui soit avantageuse pour lui. Et la première chose qu'il ait dit à Napoléon en français, c'est « Sire, je haïs les Anglais autant que vous. Sire, я ненавижу англичан так же, как и вы. » Et Napoléon lui a répondu « Alors la paix est faite. » Napoléon va se montrer extrêmement généreux. Il n'a aucune visée particulière sur des territoires russes. Tout ce qu'il veut, c'est que la Russie adhère au blocus continental. Le tsar accepte une alliance secrète entre la Russie et la France contre l'Angleterre. Napoléon tenait essentiellement à cette alliance, et il était prêt à de grandes concessions pour y parvenir. L'alliance franco-russe obligerait, pensait-il, l'Angleterre à traiter. Et l'Europe trouverait enfin la paix. 10 jours auparavant, les 2 hommes se combattaient à mort
Voilà qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Au moment de quitter Alexandre, Napoléon est convaincu de s'être fait plus qu'un allié, un véritable ami. Ça a été une énorme erreur de sa part. Napoléon était convaincu d'avoir séduit Alexandre, sans pouvoir imaginer que celui-ci n'avait aucune intention de respecter leur accord. Napoléon considérait la paix de Tilsit comme une apothéose pour lui et pour son empire. Et à son retour à Paris en juillet 1807, il sera accueilli avec enthousiasme. En France, tout respirait le bonheur, et il faut le dire, l'enivrement du succès.